Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Bourrion au micro. Salut Charlotte et bienvenue dans le podcast. Bonjour Colline, merci de me recevoir. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir. D'autant plus que en préparant ton interview, j'ai vraiment eu le sentiment que ta vie était pleine de rebondissements et que j'allais vivre une interview remplie de surprises. Et pour commencer à te présenter, ce que j'ai compris, c'est que t'es partie d'une certitude. Tu veux être vétérinaire et dès l'école, il y a une première surprise, puisque tu es cavalière de concours passionnée et pourtant tu savais que tu ne voulais surtout pas faire d'équine. Et finalement, les premières rotations en clinique et un stage te font douter et tu finis en T1 Pro équine. T'as donc commencé ta carrière de véto avec les chevaux et pour reprendre tes mots, ton entrée dans la vie active a été super violente. Mais finalement, petit à petit, t'as quand même trouvé tes marques jusqu'à devenir co-gérante de la clinique où tu as travaillé. Et il y a eu des remises en cause sur certains cas que tu as pu observer qui t'ont fait découvrir le monde de l'expertise jusqu'à ce que tu tombes carrément dedans. T'as suivi le DU de droit équin et du coup tu as ajouté à ta casquette de véto praticienne en équine pure celle d'experte judiciaire. Finalement, après 10 ans de pratique à cumuler ces deux casquettes et suite au Covid et à l'arrivée de ton deuxième enfant, t'as eu envie de changer d'air et t'as postulé dans une start-up qui fait de la vente aux enchères de chevaux de dressage. Alors, j'ai eu besoin de m'entraîner à dire ça parce que je trouvais que c'était assez riche comme poste. Ce job te permet de vivre une rencontre avec toi-même et de gagner énormément de points de confiance en toi. Et finalement, 9 mois après, tu as senti que le soin te manquait et tu as quitté ce job pour revenir en clinique, mais pas en équine. Aujourd'hui, il y a encore un projet dans les tuyaux, il y en aura plein d'autres. Je pense qu'on peut dire que le changement te fait pas peur. Donc moi, je frétille sur ma chaise de découvrir les coulisses de tous ces rebondissements, de cette vie riche de plein de choses surprenantes à mes yeux. Et du coup, j'ai pas envie de tarder pour te poser notre première question traditionnelle. Pour quelle raison, Charlotte, tu es devenue vétérinaire ? C'est pas très original, comme je pense beaucoup de petites filles, j'ai toujours voulu faire vétérinaire. On avait des animaux à la maison, on avait un chien. Et puis j'ai monté à cheval quand même rapidement, dès 6 ans, et voilà, ça s'est imposé le contact avec les animaux. J'avais des bonnes notes en classe, vétérinaire, et puis c'est tout. Ok. Tu m'as dit quand même pendant la préparation de l'interview qu'il y avait eu d'autres options, c'était lesquelles ? Pendant un moment, j'aurais bien aimé faire un peu de théâtre. Comédienne m'a chatouillée. Et puis fleuriste, parce que j'adore les couleurs. Je trouvais que fleuriste, c'était gai. Il y avait un côté, voilà, on amène que du bonheur aux gens. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que finalement, ces deux options-là, elles ont pas pris plus de place que ça, selon toi ? Je pense pas mal la culture familiale, malgré tout. Déjà, j'avais des bonnes notes à l'école, et on me répondait que vétérinaire, il y avait pas trop d'autres solutions que de faire les études, alors que le théâtre, ça pouvait rester un loisir, faire des bouquets de fleurs, ça pouvait être également un loisir à la maison. Et puis voilà, j'avais 2 parents qui bossaient dans le médical, en libéral, donc voilà, il y avait ce petit côté où ça paraissait un petit peu tout tracé malgré tout, quoi. Ouais, c'est ça. Culturellement parlant, Ouais, familialement parlant, il y exactement. avait un truc de « ça, c'est une bonne option, ma fille ». Exactement. Super. Et du coup, tu es passée par quoi, toi, pour arriver en école véto ? Moi, j'ai fait une prépa. Je suis la première promotion à être passée par la prépa BCPST.
Donc Ok. c'était un petit peu la découverte. Et c'est plutôt un bon souvenir, la prépa. Globalement, hein, bien sûr, hein, je dis pas que c'était rigolo tous les jours et que j'ai pas pleuré à la suite d'une colle qui s'était mal passée. Mais il y avait une très très bonne ambiance dans la prépa où j'étais. C'était devenu des amis, on est partis en vacances ensemble à la fin de chaque année. Enfin voilà, c'était quand même plutôt quelque chose de chouette. Puis comme Ok. j'ai eu la chance C'était en où? plus à Fénelon à Paris, Ok. Pardon, je t'ai coupé. T'as eu la chance de quoi? d'intégrer dès la première, dès le premier passage du concours. Donc c'était en plus voilà rapide, vite fait bien fait. Ouais, c'est ça. T'as fait partie de celles et ceux qui ont réussi à choper le peu de place qu'il y avait. Hein. C'est ça, c'est que ça a été l'année Exactement, ouais, charnière ouais, où il y avait très peu de place. exactement. Ok. T'as intégré quelle école? Toulouse, Toulouse. Ok. Toulouse. Et Voilà. ça a été un déracinement ou tu habitais près de Toulouse avant? Alors moi j'étais de la région parisienne. Ok. J'avais mis Alfort en premier choix pour des raisons ultra évidentes, pratiques, etc. Maintenant il y avait quand même un bout de moi qui avait envie de partir, de quitter le cocon et Toulouse, le Sud-Ouest, le beau temps. Voilà, j'avais envie quand même d'aller à Toulouse. Du coup, c'était quand même Alfort ta première option, mais t'avais mis Toulouse en 2 ou t'as vraiment Exactement. mis Ouais, Toulouse en c'était quand 1? même Alfort en 1 et Toulouse en 2. Ouais, Ok. bon, pour des raisons pratiques. C'est quand même plus simple. Et il y a quand même eu une hésitation parce que j'étais en liste d'attente. Il devait y avoir que 3 places devant moi pour intégrer Alfort. Donc voilà, malgré tout, on a un peu hésité. Je me rappelle, hein, la décision s'est prise sur une place à Toulouse avec ma mère. On était sur un banc en disant allez, cette fois-ci, on interrompt le processus d'attente et on dit oui pour de bon à Toulouse. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait ce choix-là, du coup, de dire allez, ce sera Toulouse et je m'éloigne et je vais au soleil et tout ce que t'as dit? Alors, je pense que je suis très très proche de ma maman et je le suis toujours. Et je pense qu'il y avait quand même un petit peu besoin de couper le cordon malgré tout. Il y a un moment, faut prendre son envol. Et puis l'attente avait quelque chose quand même de très inconfortable parce que j'étais en train de m'installer en fait à Toulouse, de prendre mes marques dans l'appartement et à la fois peut-être on était, je sais plus, à quelques jours de la rentrée et repartir dans l'autre sens, ça commençait à me paraître très compliqué. Ouais, ok. Surtout que même s'il y a eu beaucoup de changements par la suite, à ce moment-là de ma vie, je suis quelqu'un qui a plutôt peur du changement, qui a peur globalement. Voilà, j'aime bien rester dans mon petit cocon, donc voilà. Ouais, donc en fait, t'avais suffisamment franchi la peur pour t'éloigner pour aller à Toulouse. T'avais recommencé à créer le cocon. Il y avait un truc de oh là là, il faut rechanger. Bon, et Ouais, finalement voilà, Toulouse, c'était une bonne option. exactement. Génial. Ça m'a un peu, j'avoue que j'ai été surprise parce que je me suis dit tiens, comment une personne qui est absolument passionnée d'équitation et qui pratique très régulièrement se dit qu'elle fera pas du tout d'équine dans sa pratique vétérinaire. Eh ben parce que comme je connaissais très bien le milieu, je connaissais très bien aussi les difficultés associées à ce Ouais. milieu. Déjà, je voyais bien l'implication physique que ça pouvait avoir, les problèmes d'impayés hein, qui étaient déjà bien identifiés à l'époque, l'exigence des clients, déjà les difficultés par rapport au recours aux avocats, etc. Voilà, j'avais déjà tout bien ces idées dans la tête quand même, et je me disais que j'avais pas envie de me frotter à ça, que j'avais envie de séparer un petit peu les deux. Voilà, je suis quand même rentrée avec cette idée que je ferais pas d'équine, que je ferais de la mixte, et c'est tout quoi. Ouais. Et puis ça n'a pas du tout été ce qui s'est passé. Ça n'a pas du tout été ce qui s'est passé. Alors du coup, comme je suis la première année donc de transition, moi j'avais eu que 4 ans d'école, donc on avait finalement très peu de temps en fait en clinique. Et quand je fais ma semaine, je me souviens au mois de décembre en clinique équine, là quand même je me dis que j'y suis hyper à l'aise, que par rapport à la canine, j'ai vraiment des facilités. Enfin, je suis dans mon élément en fait. Ouais. Donc là, c'est un peu la panique parce qu'on doit rendre ce qu'on veut faire pour la T1 Pro, je crois mi-janvier. Et donc je contacte le véto qui suit mon cheval à l'époque, qui est en plus un véto qui est assez connu, qui est le véto de l'équipe de France de concours complet. Enfin voilà. Et il me prend dans sa voiture du coup au mois de décembre, ma deuxième semaine de vacances en fait à Noël. J'adore. Vraiment, c'est super. On fait du suivi de cheval de haut niveau. On est beaucoup dans la voiture, on va chez les gens. Il y a un contact très sympa. Je m'entends très bien avec le véto, que j'idéalise hein, en plus énormément. Et puis à la fin de la semaine, il me dit mais moi je crois que t'es fait pour ça, que t'es faite pour ça. Enfin, fais pas autre chose quoi. Et voilà.
Je demande donc à faire mater pro à Alfort, là, pour le coup, parce qu'à l'époque, à Toulouse, il y avait quand même très peu de cas à l'école. Et puis, ce même veto me vend vraiment le CIRAL et l'apprentissage au CIRAL avec le professeur Denoy. Et du coup, pour moi, ça paraît une évidence que je continue ma formation là-bas. Ok. Et au final, quel souvenir tu gardes de l'école, de ce changement de bord? Enfin, c'est mal dit, mais t'es quand même arrivé en mode oh là là les kin, au secours, et en mode mais si finalement c'est génial, c'est pour ça que je suis faite. Quel souvenir tu gardes globalement de ces années d'école en fait? Bah, ça m'a permis quand même de découvrir plein de choses. Et tant mieux quelque part que j'ai pas été accrochée dès le départ sur les kin, parce que tous mes autres stages, je les ai faits complètement ailleurs. J'ai fait des stages en canine, j'ai fait des stages en mixte, j'ai fait des stages avec Norine Chai à la ménagerie du Jardin des Plantes. Voilà, j'ai eu plein d'expériences vraiment très enrichissantes. J'ai envie de dire qu'ils m'ont émerveillée en fait, cette découverte du soin, des différents animaux, de tout le champ des possibles, c'était quand même vraiment intéressant et pour le coup, j'ai aucun regret d'avoir fait ça quoi. Ok, génial. Donc tu sors d'école, tu sors de tes 4 ans avec une dernière année à Maison Alfort. Tu sais que tu veux du coup rentrer dans le milieu du cheval. À l'époque, qu'est-ce que tu as comme idée de comment tu vas t'y prendre pour pouvoir ensuite trouver une place et être veto équin de la manière qui te plaît? Alors il y avait quand même l'idée, et c'est toujours un petit peu le cas, même si aujourd'hui avec la difficulté de recrutement ça change un petit peu, mais que pour faire de l'équine il fallait faire un internat parce qu'on en faisait quand même très peu à l'école. Et en fait moi à ce moment-là je me dis que je vais profiter justement comme je suis un peu cette année de césure, on n'a que 4 ans d'école, que ça repasse à 5 ans. Il va donc y avoir une année en fait où il y aura pas d'interne. Alors moi je me dis l'année entre les deux, je vais faire autre chose. Je vais partir avec une amie faire de l'humanitaire au Kirghizistan pour essayer, rejoindre une association qui voulait en fait refaire vivre le cheval kirghiz qui avait un petit peu disparu après l'occupation par l'URSS en fait, par l'intégration. Et puis bon, ça va pas se faire. C'est un petit peu compliqué. L'association, elle peut pas trop nous intégrer. Donc il faut changer mon fusil d'épaule. Et là, je me dis c'est trop tard du coup pour l'internat. Je vais faire l'assistanat au CIRAL. Sachant que, en fait, sur cette année, c'était trop tard pour l'internat parce que j'avais déjà, à l'école, je parlais pas du tout anglais, c'était une catastrophe. Et donc, à la fin de mes études, je me dis qu'il faut résoudre ce problème. Et je pars, en fait, je profite, on a le droit d'avoir des stages jusqu'au fin septembre. Donc, ça fait 3 mois, je profite de ces 3 mois pour partir aux États-Unis. 3 mois de stage dans 3 cliniques différentes, plutôt sur la partie ouest, Californie et Montana. Okay. Et voilà. Et quand je rentre en fin septembre, je finis ma thèse. Et puis là, il faut bien que je m'occupe. Et du coup, en fait, je postule à l'assistanat au CIRAL, qui est en fait une forme presque. C'est un petit morceau de l'internat en fait. C'est juste qu'il n'y a pas la rotation clinique à Alfort, en médecine et chirurgie. Et en fait, il y a une des internes qui a un accident, donc dès le mois de novembre, il me propose de les rejoindre et de faire mes 6 mois de novembre à avril au lieu de les faire je crois que c'était janvier à juin ou février à juillet, quelque chose comme ça. Donc en fait, ça s'enchaîne plutôt très bien et je pars au CIRAL tout de suite. Génial. Et t'es revenu des États-Unis, si je fais un tout petit retour arrière, là, t'es revenu avec vraiment la sensation d'avoir progressé en anglais? Oui. Ouais. Ah ouais, évidemment. Ouais, c'était l'intérêt de partir toute seule. Oui, à la fin vraiment j'étais à l'aise et suffisamment à l'aise pour qu'une des cliniques me dise que si j'avais envie de revenir travailler chez eux, la porte était ouverte. Donc c'était quand même vraiment super chouette. Ouais. Génial. Ces cliniques, c'était que de l'équine, t'étais en mode équine pure. Ouais, tout à fait. Ok. Comment tu les as trouvées? Parce que t'as quand même fait 3 cliniques différentes aux États-Unis. Comment t'as fait pour trouver 3 stages? Tu vois, c'est pas un seul, quoi. Toi, t'en as trouvé 3 d'un mois. Alors, je m'étais prise quand même assez à l'avance. Puis j'ai fait du Google, en fait. Je savais un petit peu où est-ce que j'avais envie d'aller. Ouais. Et là, j'ai cherché des cliniques et j'ai envoyé des CV et des demandes de stage et j'ai eu des réponses quasiment positives partout, en fait. Ils étaient assez ouverts. Ça n'a pas du tout été compliqué à l'époque. Ouais. Non, trop vraiment, bien. c'était pas un souci. Et alors, à qui t'as demandé de t'aider pour rédiger tes demandes de stage vu que tu parlais pas bien anglais? Je me suis débrouillée avec mon anglais médiocre. Tu t'es débrouillée. Trop classe. Ouais, Comme quoi, ça a voilà. bien marché. Ouais, complètement. Et ouais.
bah déjà malgré tout, il y a les petits prémices de quand on ose, finalement ça va. Ouais, génial. Et alors toi, comment tu vis ces 6 mois, hein, si j'ai bien compris, c'était 6 mois au CIRAL. Oui. Comment tu vis cette phase-là d'apprentissage hyper intense Alors, moi, j'en garde des super bons souvenirs. Je sais que, voilà, ça, c'est pas le cas de tout le monde. J'étais dans une période où il y avait plutôt une bonne ambiance. Déjà, il y avait une très, très bonne ambiance entre internes. Donc, bah, ça contribue. En fait, on se serrait les coudes. On était tous assez intéressés. Et puis, alors moi, j'arrivais, l'air de rien, j'étais quand même un petit peu la petite protégée du veto avec qui j'avais été en stage au démarrage, qui avait beaucoup soutenu le professeur Denoy au moment de la création du CIRAL. Enfin voilà, il s'appréciait beaucoup. J'étais la petite protégée. Et puis bah je montais quand même à cheval déjà beaucoup. Et je crois que le professeur Denoy, il a beaucoup d'estime pour ça. Enfin c'est quelque chose qu'il aime bien. Voilà, moi je me suis très bien entendue avec. Franchement ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Ouais, c'est un bon souvenir. Et puis j'ai adoré ce que j'ai appris, quoi. C'était hyper intéressant. Enfin, Ouais. c'est super. Comment ça a joué selon toi dans la suite? Parce qu'une fois que tu as fait ces 6 mois, t'es allé chercher du travail. Mm-hmm. Comment ça a joué d'avoir passé 6 mois comme ça dans une équipe, je pense qu'on peut dire, hein, prestigieuse, où t'apprends des choses à la pointe. Qu'est-ce que ça a changé selon toi pour la suite de ta carrière d'avoir fait ces 6 mois-là? Alors, pas forcément du positif, parce qu'en fait, on croit qu'on sait plein de choses en sortant du CIRAL. Ok. Et en fait, bah, le problème, c'est qu'on sait plein de choses, mais pas ce qu'on attend de nous à la sortie de l'école. C'est-à-dire que je savais faire, franchement, je pense, assez bien de l'écoute cervicale. Sauf qu'en fait, quand on sort de l'école, qu'on est embauché dans une structure et qu'on est junior, c'est pas du tout ce qu'on va nous demander, hein. On nous demande de savoir faire un signalement. On nous demande de savoir par cœur les différents protocoles de vaccination. Et ça, en fait, ben à l'école, on nous l'apprend pas. Enfin, franchement, le signalement, c'était une demi-heure de cours peut-être en T1 Pro. Et voilà, je sais pas gérer toute seule sur le terrain une fourbure. Je sais pas bien gérer un abcès de pied. Mais par contre, je sais faire des trucs hyper compliqués. Et du coup, il y a il y a un côté où je suis pas en phase du tout avec ce qu'on attend de moi à la sortie, quoi. Ah ouais, c'est quand même important hein, de le nommer et de le voir. C'est que apprendre des trucs à la pointe, ça va servir à un moment. Et j'imagine qu'il y a quand même un moment dans ta vie où ça t'a servi. Et que en même temps, moi je fais le parallèle avec la diarrhée de chaton. Parce que moi j'ai pas fait des chevaux, hein, j'ai fait des chiens et chats. Il y avait ce truc de une diarrhée de chaton. Et je sais pas faire. J'ai aucune idée de comment on gère une diarrhée aiguë. Est-ce que c'est grave ou pas? Je dois m'inquiéter ou pas? J'en sais strictement rien. Alors que c'est vraiment la base du truc qu'on voit au quotidien, quoi. Oui, bah là c'était vraiment ça, ouais, exactement. Ok. Pendant l'interview, tu m'as raconté quelque chose que j'ai trouvé amusant et très énervant en même temps. C'est un entretien d'embauche où t'as pas été reçu pour un motif assez voilà intriguant. Je veux bien que tu nous racontes. Alors c'était même pas un entretien, c'était pire que ça. Okay. En fait, je fais mon stage en T1 Pro dans une équipe. Alors c'est un stage qui est long en plus, hein, je crois qu'il dure presque 2 mois. Donc t'as vraiment le temps de t'intégrer dans l'équipe. Okay. Et ce stage se passe vraiment super bien. Je m'entends vraiment super bien avec le patron de l'équipe, enfin un des deux parce qu'il y en a un que je vois pas en fait. Et vraiment ça se passe bien, je suis bien, c'est pas très loin de chez moi, enfin c'est super. Et à la fin du CIRAL, là, quand je commence à regarder les annonces, je vois qu'ils sortent une annonce. Et je dis, c'est quand même bizarre qu'il m'ait pas appelé, en fait, qu'il sorte cette annonce et puis qu'il m'appelle pas, parce qu'il sait très bien, en fait, que je vais au CIRAL et que je vais en sortir là et que je vais être disponible. Et donc, je l'appelle. Et là, il me répond que, son confrère, en fait, il veut pas de femmes. Il veut pas d'autres femmes dans l'équipe, quoi. Et là, je fais, OK. Et c'est très bien. On bossera pas là. Voilà, tu le dis marrant et avec enfin voilà, il y a quelque chose de léger, mais sur le moment là, quand t'as 23 ans et que bam, il y a ça qui sort alors que toi t'avais hyper bien matché avec plein de gens là-bas et que ça s'était très bien passé, comment tu le prends? Je suis révoltée. Surtout que moi j'ai toujours eu un petit côté féministe, notamment. Mais disons-le, hein, ce n'est pas un gros mot. Non, mais voilà, et ça vient vraiment de l'enfance. J'avais une grand-mère très traditionnelle, et quand j'étais petite avec mes cousins, moi j'avais pas le droit d'aller jouer dehors, faire des cabanes. Je devais rester avec elle, apprendre à faire la cuisine. Okay. Et ça m'est resté quoi. C'était mais non en fait, moi je veux tout faire. Je ferai tout en fait, et ce sera pas une limite. Et donc ouais, je le prends pas bien, je suis fâchée. Et je me dis tant pis pour eux finalement. Enfin, je vais trouver ailleurs et je vais trouver mieux. C'est pas grave. Ouais.
Ok. Il y a quelque chose ça te donne un moteur pour dire, Ouais. vous verrez, vous regretterez votre choix quelque part presque. Tout Tant pis à pour fait. vous. Ouais, Ok. exactement. Tant pis pour vous. Vous vous privez d'une richesse. Enfin, c'est un motif bidon, quoi. Ok. C'est chouette, d'arriver à porter ce regard sur soi à 23 ans, de dire, je sais que je vais être super et que vous vous privez de moi. Tant pis pour vous. Ah, j'avais déjà un peu de tempérament, par contre. Ah, ok. Comme quoi ça sert, un peu de De la tempérament. même façon que je savais déjà, malgré tout, alors maintenant ça existe plus trop pareil parce que le recrutement est plus difficile, mais à l'époque en équine, ça se fait beaucoup de faire des collaborations libérales pour payer les gens au lance-pierre. Et il y a quand même beaucoup de patrons quoi en équine qui sont pas des gens forcément très humains, très bienveillants. Et ça, moi, je savais déjà que si je trouvais pas un poste dans lequel je me retrouvais dans l'esprit, j'irais pas faire d'équine quoi. Enfin, Ouais. il y avait quand même cette idée, ok, maintenant je sais que j'ai envie de travailler avec les chevaux, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle condition. Je veux pas m'écœurer de tout ça. Enfin, je veux pas travailler pour des cons en fait. Enfin voilà, il y a quand même eu cette idée très vite. Ouais, non mais J'adore. voilà. Ok, c'est dit. T'es sortie en quelle année du CIRAL? 2010. 2010. Ok, donc on est en 2010. T'as une embauche qui ne sera pas la tienne puisque tu es née avec un appareil reproducteur féminin. Voilà. Comment, du coup, tu te dis, ok, qu'à cela ne tienne, je vais trouver quelqu'un qui voit la chance que c'est de m'embaucher. Comment tu t'y prends pour trouver ce premier job? Eh ben en fait, ça se fait par le bouche à oreille. Donc, je vais le citer, Éric Grandière, ce qui va faire partie de façon importante de ma vie par la suite. Il cherche à ce moment-là et en fait, il en parle à une des résidentes au CIRAL avec qui il s'entendait très bien, puis qui va m'en parler en me disant, je crois que t'es de ce coin-là, c'est un super poste. On connaissait une fille qui était là-bas avant, elle s'y est très très bien épanouie, c'est un bon endroit pour commencer. Génial. Voilà. Et du coup, j'envoie mon CV. Je sais même pas si j'envoie mon CV parce qu'en fait, il passe beaucoup au CIRAL et je pense qu'on dîne en fait assez rapidement ensemble. Le contact passe très bien et donc il m'embauche. Et Voilà. le contact passe plus que bien, désolé, puisque instant potin, Charlotte, raconte-nous pourquoi Éric Grandière fait partie de ta vie. Et parce que désormais, c'est Monsieur Bourrion, quoi. Ah, ok. Voilà. Oui, on est tombés amoureux. On a mis du temps à passer le pas, mais on finit par faire des enfants et se marier quelques années plus tard. Ouais. Comment ça, mine de rien, ça doit être quelque chose qui est sacrément challengeant, j'ai envie de dire, parce que t'es toute jeune, sortie d'école, tu tombes amoureuse du patron, c'est toi, la jeune femme, qui tombe amoureuse d'un homme peut-être un petit peu plus âgé, j'imagine. Franchement plus âgé, ouais, on a 15 ans d'écart. 15. Ouais. Ouais, et concrètement, comment, parce que il est pas là, donc il va pas pouvoir témoigner, mais toi, comment t'as vécu la naissance de cet amour et la naissance de cette relation en tant que salarié du patron? Enfin, tu vois, c'est quand même pas anodin, quoi. C'est pas une période très facile de ma vie, donc associée au stress de l'entrée en clientèle. Voilà, la complicité, elle naît de façon un peu évidente, et il y a un moment où on se dit que presque que c'est un petit peu inéluctable, et à la fois je me dis mais ça va pas bien. Enfin voilà, il y a un écart d'âge hyper important malgré tout. Quand on va vieillir, qu'est-ce qui va se passer? C'est mon patron. Si jamais en fait c'est une amourette et que ça va pas bien, est-ce que je vais pas me griller? Enfin voilà, non, toutes ces questions elles se posent, et effectivement c'est pas un moment facile. Et il se passe quand même du temps. On se met entre guillemets vraiment ensemble. Ça fait 9-10 mois qu'on bosse ensemble, quoi. Ok. Et vous en avez parlé? Vous avez parlé de votre attirance? Vous avez parlé de qu'est-ce qu'on fait? Oui, ou alors c'était évidemment, toi? non, ça s'est fait progressivement. Non, et puis il y a eu des moments un petit peu de doute, quoi. Ouais, ok. Et finalement, il se trouve que du coup 15 ans plus tard, quelque chose comme ça. Ouais, 15 ans plus tard, exactement. Ouais, magnifique. Ouais. J'adore, et j'étais très très curieuse dans cette partie de ton histoire parce que j'adore les histoires d'amour, et je me dis, en plus, c'est quand même, voilà, au niveau contexte, la jeune femme qui tombe amoureuse de son patron et c'est réciproque et 15 ans d'écart, et voilà, il y a une espèce d'image dans le collectif qui fait que faut assumer, tu vois, et j'entends que vous avez eu envie d'assumer pour vous mettre ensemble et dire ouais, mais on va vivre ça en fait. Franchement, alors pour le coup de ce que les autres allaient en penser, Toi, t'en avais rien à j'en cirer. avais rien à secouer. Ouais. Ah, génial.
Ça, c'est pas rentré dans l'équation pour le coup. Autant je me suis posé la question de la fin de vie, de la retraite, tu vois, non mais de ce décalage qui est un moment où la forme physique, Ah oui, ok. comment ça allait se passer en vieillissant. Et puis en fait, il y a un petit bout de moi qui me disait ouais, mais en fait, si ça se trouve, c'est moi qui vais avoir une maladie grave avant, on va avoir un accident de voiture. Enfin, tu vois, et je me suis dit allez, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une vie. Commence pas à projeter sur ce qui va se passer dans 30, 40, 50 ans. Enfin voilà, l'instant présent, il est là. Ça vous paraît une évidence, on y va quoi. Et je trouve ça fou parce que à 23 ans, peut-être 24, tu réfléchissais avec un homme que tu connaissais depuis quelques mois à sa fin de vie et la tienne. Enfin, tu vois, il y a un truc de waouh, il y avait déjà ce truc de peut-être ça va durer jusque là quoi. Ouais. C'est chouette. Mais à la fois encore une fois, si j'avais pas projeté sur du long terme, ça valait pas le coup de me mettre en danger professionnellement avec lui. Enfin voilà, il y avait quand même cette idée que il fallait que je me dise que ça pouvait quand même être l'homme de ma vie quoi. Ok. Et force est de constater jusqu'à présent que c'est le cas. Vraiment, ça marche plutôt bien. Ouais, génial. Bravo d'avoir réussi à mener ça. Votre histoire. C'est ok pour toi si on revient sur tes débuts, parce que tu l'avais quand même dit, ça a été très compliqué. Oui. T'es d'accord de en dire plus sur ça veut dire quoi pour toi très violent, très difficile? Il y a ce côté où je suis pas du tout préparée en fait à ce que les gens vont attendre de moi sur le terrain. Donc où je suis vraiment en difficulté sur des choses qui aujourd'hui me paraissent hyper basiques mais que juste à l'époque je savais pas faire. Oui. Et puis je suis toute seule dans ma voiture, parfois loin et à l'époque on a quand même pas les smartphones. Donc il y a pas WhatsApp, je peux appeler franchement pour le coup l'équipe répond au téléphone hyper bien. Mais je peux pas envoyer de photos, enfin t'es quand même vraiment tout seul et t'as quand même cette idée t'es à l'école, tu prends jamais de décision. Et là tout d'un coup t'es tout seul et en fait je remonte dans ma voiture et je me dis tiens j'ai prescrit de l'équipalazone, est-ce que j'aurais pas dû prescrire plutôt de la finadine, j'ai mis 5 jours, ça se trouve il fallait mettre que 4 jours, enfin sur des choses comme ça insignifiantes, je remets tout en question, je me dis est-ce que j'ai pris les bonnes décisions vraiment tout le temps quoi, enfin ouais, ok. Et ça, c'est un stress hyper important. Ah, je pleure tous les soirs, franchement. Ok, ouais. Je pleure vraiment tous les soirs. Tous les soirs, je me dis que j'ai pas réussi. En plus, je me rappelle d'une plaie où je suspecte une atteinte articulaire. Franchement, ça fait très peu de temps que je travaille. Les gens, ils ont un ami veto, je sais pas où, du coup, que j'ai au téléphone, qui me dit non, mais c'est facile, vous plantez une aiguille, vous rincez l'articulation et tout. Enfin, moi, ça me paraissait insurmontable. J'y passe 2 heures. Je sors de là, je me fais engueuler par Eric, qui me dit mais tu peux pas passer 2 heures sur une plaie où tu factures rien parce que t'as rien fait. Enfin, voilà, il y a ce côté où on n'est pas préparé à ça, à être tout seul, à devoir prendre des décisions en permanence. En plus, je suis quand même très jeune à ce moment-là. J'ai l'air encore plus jeune que je ne le suis. Je me retrouve quand même sur une colique de nuit. Je suis en train de fouiller le cheval et là les gens me disent mais le vétérinaire il arrive quand? Et là, tu te dis, en fait, il n'y en aura pas d'autre. C'est moi. Voilà, et tu te retrouves en équine beaucoup face à des pros qui ont aussi un vécu et qui, sur certaines choses, ils savent mieux que toi. Donc, ils te malmènent aussi. Enfin, tu te fais pourrir, quoi. Je me suis fait sortir d'une cour de galopeur parce que j'avais fait du Carbésia sur un cheval avec les muqueuses jaunes à 41 et que le mec de l'écurie, il me pourrit en me disant que je lui ai pas demandé son avis et que le Carbésia, ça tue les chevaux et que... Alors que le cheval était en vie et que tout allait bien. Enfin, je veux dire, je l'avais plutôt soigné. Et lui, à ce moment-là, il était à Cagnes, dans le sud de la France. Enfin, j'avais fait le taf, mais je me fais sortir de la cour en me faisant hurler dessus, quoi. Ouais, c'est rude. Ouais, c'est du rude. T'es face à des gens. Globalement, un propriétaire de cheval, il a pas les moyens d'avoir un cheval, en fait. Hein. C'est quand même un budget, l'entretien d'un cheval qui est dément. Enfin. En région parisienne, c'est vite un petit loyer, en fait, hein, le loyer d'un studio, quoi, une pension. Donc, pour eux, voilà, tout en fait est important. Le cheval qui va pas pouvoir bosser à un moment, c'est hyper important. Les pros, c'est leur gagne-pain, donc il faut quand même que ce soit rationnel financièrement. Il faut que ça aille bien. Il y a quand même une espèce de pression permanente des gens sur toi. Qui est importante quoi, et y compris sur des trucs qui sont anodins. Enfin,
tu vois, des dates de vaccin, des dates de doping sur une ordonnance. Je veux dire, personne va mourir parce que tu te trompes sur un délai doping. Oui. Sauf qu'en fait, la personne face à toi, elle va peut-être pas avoir de travail pendant 2 ans parce qu'en fait, si elle est positive, la suspension, c'est 2 ans, quoi. Il y a ce côté où tout est pressurisant, même sur des choses qui, au final, sont pas graves, quoi. Oui, c'est ça. Il y a pas de vie en jeu et il y a quand même une grosse pression de travailler ou il y a des enjeux, même si c'est pas des enjeux de vie Voilà, il y a fort, des quoi. enjeux financiers qui sont importants. Bah, typiquement, les gens qui t'appellent en urgence le lundi soir, parce qu'en fait, les engagements de concours, la clôture, c'est le lundi soir à minuit. Donc, tu sais, ils vont monter leur cheval après le boulot. Et puis, Ouais. ils s'aperçoivent qu'il est boiteux, donc ils t'appellent à 21h. Et en fait, faudrait venir pour savoir s'ils font leur engagement ou pas, quoi. Et là, enfin, voilà, ce genre de cinéma, quoi. Au bout de combien de temps tu sens que tu prends tes marques et que t'as suffisamment acquis la base pour que tous les trucs hyper fins que t'as appris commencent à être utiles et que tu sois plus à l'aise et que tu sois bien dans le dialogue avec les propriétaires. Tu vois, ça a pris combien de temps selon toi de vraiment sentir qu'il y avait une forme de confiance et de solidité qui s'installait dans ta posture, en fait? Alors, ça se fait quand même très progressivement, mais Ouais. je dis quand même souvent que les 2 premières années ont été très, très dures et qu'après, ça va mieux. Ok. Néanmoins, le stress, il est quand même resté suffisamment important pour que je fasse de la préparation mentale. Et ça a été miraculeux. Ah, génial. Ça s'est fait un peu par hasard parce que, toujours dans le milieu du cheval, en fait, en compétition, on me parle que, ah bah tiens, on va faire venir Madame Camboulive, qui est une espèce de référence de la préparation mentale dans le monde du cheval à ce moment-là. Et est-ce que ça t'intéresse? Et moi, je dis, c'est pas pour les concours, parce qu'alors, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir tellement de stress dans ma vie professionnelle que quand je vais faire du concours, plus aucune pression, quoi. Clairement, peu importe ce qui va m'arriver. Mais par contre, je lui demande si elle peut m'aider sur la gestion du stress, en fait, en général. Elle me répond bien sûr. Les techniques sont quand même les mêmes. Et on fait pas beaucoup de séances, hein. Je crois que je fais 3 séances, mais ça révolutionne vraiment mon rapport au stress et à sa gestion. Génial. Déjà parce qu'en fait, je pose mon fardeau, quoi. J'enlève mon sac à dos et je le pose devant moi et je lui explique ce que c'est, quoi. Je lui explique ce qui pèse si lourd sur mes épaules. Et ça me permet quand même de prendre du recul sur ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Et puis voilà, on travaille un petit peu en cohérence cardiaque. Je me l'approprie vraiment vite. Et puis, ouais, ça a été un énorme apport. Génial. Comme quoi, des fois, une rencontre, ouais, complètement. ça peut changer énormément de choses. Trop bien. Complètement. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as été en contact avec le monde de l'expertise judiciaire? C'est une mise en cause, hein, clairement. Alors laquelle exactement, je me rappelle plus. Mais là où je m'y intéresse vraiment, je suis enceinte de mon premier. Okay. Et du coup, j'ai du temps en fait à ce moment-là pour m'intéresser au dossier. C'est une mise en cause sur une complication de castration en fait. Et là, je m'y intéresse et en plus, je suis pas du tout d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire à ce moment-là et ça me révolte un petit peu. Je trouve ça pas juste en fait. Je suis hyper fâchée de. Ouais, je me dis que c'est injuste en fait. Okay. Et là, je me dis que je commence quand même à voir un petit peu ce qui se passe et c'est à nouveau beaucoup des hommes âgés qui ont cette espèce d'autorité et je me dis tiens c'est quand même intéressant, j'y mettrais bien déjà mon grain de sel. C'est le premier moment où je me dis tiens, mais je sais pas du tout par quelle boule attraper par contre à ce moment-là. Ça me paraît lointain, nébuleux, je sais pas. Ok. Et comment tu en passes de quelque chose de lointain et nébuleux à ok vas-y je fais le DU. Tu vois, il y a quand même en fait il y a un des experts judiciaires qui a son cabinet et qui fait à ce moment-là que de l'expertise, qui prépare sa retraite et qui cherche une relève à ce moment-là. Okay. Et qui va proposer donc à mon conjoint de racheter son cabinet. Et là, du coup, je mets le doigt dedans parce qu'en plus, tout de suite, moi, je dis que ça m'intéresse et que si quelqu'un dans l'équipe doit s'en occuper, ça pourrait être moi. Il me confie une mission d'expertise amiable dans un cadre d'assurance. Alors, j'avoue, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle où c'était. Je me rappelle très bien de la tête des gens, mais je me rappelle plus le sujet. Mais j'avais déjà bien aimé à ce moment-là. J'avais trouvé ça très sympa. Et puis, il m'envoie en fait la plaquette
de présentation de cette formation du DU de droit équin. Et je me dis, super, ça a l'air trop chouette. Ok. Et c'est parti. Ouais, exactement. Quand tu postules, tu disais que tu étais enceinte du premier quand tu as commencé à t'y intéresser. C'est combien de temps après que tu postules et que tu te mets au DU? Eh bien, ça doit commencer 1 an après parce qu'en fait, à la fin du DU, je suis enceinte de la deuxième. Ok. Pour rédiger mon mémoire, pareil, c'était fort pratique. Donc voilà, il se passe un an et demi peut-être. Ok. Et donc, c'est un petit garçon le premier? Oui, exactement. Ton petit garçon, il a quel âge quand tu fais les allers-retours pour aller faire le DU Enfin, j'ai entendu tu disais le DU, j'ai retenu Limoges, mais du coup, je sais pas si c'était à Limoges. Alors, en fait, c'était un des trucs super sympas de ce DU, c'est que c'est partout. C'est c'est des week-ends de formation, un par mois ou un tous les 2 mois pendant 2 ans, et à chaque fois c'est dans une ville, dans un lieu, on va dire un petit peu mythique ou un petit peu historique du cheval. Ok. Donc il y a des sessions qui sont quand même bêtement à Paris, c'est assez pratique, tu vois, au siège de France Gallo, au siège des trotteurs. Enfin voilà, il y a des choses quand même dans Paris, mais on va aussi à Saumur, on voyage quand même un petit peu en France. On va à Limoges parce qu'en fait c'est relié effectivement à l'université de Limoges, l'Institut du droit équin est à Limoges. Ok. Voilà. Et tu dis c'est toi qui voyages, t'emmènes ton mari, tes enfants, comment ça se passe, enfin, ton enfant? Non, j'y vais toute seule. Mais j'y vais avec une copine quand même parce que en fait, je découvre qu'une des femmes qui est avec moi à l'écurie, là où j'ai mon cheval à ce moment-là, elle a aussi postulé et elle est prise aussi. Et en fait, elle travaille pour une société d'assurance qui est à Chantilly. Donc, on part ensemble. Ah, trop bien. Finalement, ça devient une aventure entre copines. Exactement. Ouais, tout à fait. Génial. Et puis, je me suis fait des copines là-bas aussi. Enfin, ça a été hyper riche, c'était très sympa parce ça m'a permis de sortir du microcosme. Alors les vétos, c'est déjà un microcosme, mais alors les vétos équins, on vit en vase clos, quoi. Enfin, avec le monde du cheval et tout, c'était toute ma vie et tenait dans une poignée de personnes et avec les mêmes intérêts. Là, tout d'un coup, alors ok, il y a quand même le cheval au milieu, mais il y avait des avocats, des notaires, des assureurs, voilà, plein de formations très différentes, essentiellement des juristes. On n'était que 3 vétos. C'était hyper intéressant. Et une fois que tu as eu fini ce DU que j'entends, t'as adoré, comment tu développes un service en fait? Comment tu développes une activité professionnelle autour de ces nouveaux apprentissages? Alors déjà, c'est pareil, ça m'apporte vraiment de la sérénité au quotidien où je me dis, ok, l'important c'est quand même de travailler en étant droit dans ses bottes. Je pourrais toujours défendre ce que j'ai fait. Alors peut-être je vais perdre parce qu'il y a des trucs de droit qui sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, moi je vais travailler en étant respectueuse de ce que moi je suis et de ce en quoi je crois. Ça, c'est vraiment une des premières choses que ça m'apporte, donc dans ma pratique quotidienne. Et après, je cherche pas vraiment à le développer à ce moment-là parce qu'en fait, j'ai pas vraiment le temps. Mais il y a un expert qui, pareil, a un cabinet d'expertise qui tourne beaucoup, qui va en fait me faire sous-traiter un certain nombre de ces dossiers. Okay. Donc c'est très bien en fait parce que je travaille quand même sur le terrain 4 jours par semaine et lui, il va m'occuper quasiment une demi-journée, voire 3/4 de journée par semaine. Donc c'est parfait. Ouais, ça se complète bien. Exactement. Et puis, je vais présenter ma candidature pour être expert auprès de la cour d'appel dont je dépends, qui est donc la cour d'appel d'Amiens. Ok, ah oui, parce que au moment où tu fais cette demi-journée 3/4 jours par semaine, t'as pas encore le titre d'expert. Non, exactement. En fait, quand tu fais du conseil à un avocat, aux assurances, ce que je fais en fait à ce moment-là, je relis des dossiers d'invalidité pour une compagnie d'assurance, essentiellement. Ça, en fait, t'as pas du tout besoin. T'as besoin de tes compétences de vétérinaire, mais t'as pas vraiment besoin de compétences juridiques. Ok. Et du coup, c'est peut-être un peu redondant, mais je comprends pas bien ce que c'est l'expertise du coup par rapport à ce que tu viens de décrire. C'est déjà une forme d'expertise. C'est juste que j'ai pas de titre, en fait. C'est déjà considéré comme de l'expertise et aujourd'hui, je fais toujours de la rédaction de conseils à des avocats, je donne toujours des avis sur des affaires. Mais en fait, là, dans ces cas-là, t'as pas besoin d'un titre, t'as même pas besoin de diplôme. Ah oui, d'accord. Ah ouais, tu peux... On est expert de ce qu'on fait, en fait, donc il n'y a pas forcément besoin. Et de la même façon que si demain, j'ai un point hyper précis sur un sujet que je ne connais pas,
je peux faire appel à ce qu'on appelle un sapiteur. Un sapiteur, c'est un sachant. Voilà, ça va être un vétérinaire expert, enfin, mais pas expert dans un titre juridique, expert dans le sens où il est sachant de ce point très particulier. Ok. Tu vois, sur les problèmes locomoteurs, on va vite au CIRAL. On va vite demander l'avis des spécialistes de CIRAL. Parce qu'en plus, c'est un avis qui est assez... quand le CIRAL a dit, personne va contre. Enfin... Ok. C'est quoi la motivation pour toi dans le fait de demander le titre d'experte ? Eh ben parce que j'ai envie d'être expert judiciaire, parce que déjà, j'ai toujours cette petite marque de cette décision que je trouve injuste et où je me dis que je veux faire partie de la justice. Okay. Je veux participer à ce que la justice soit juste. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Quand tu es expert judiciaire, ton rôle, il est en fait d'éclairer le juge. Parce que le juge, il connaît les lois, mais il connaît rien à l'art vétérinaire, en fait. Il comprend rien au dossier qu'il reçoit d'un point de vue technique. Ouais. Donc en fait, moi, je suis là, et puis en plus, c'est toujours pareil. Les gens, ils sont chacun là pour défendre leur bout de grade, donc ils sont pas toujours d'une bonne foi sans limite. On est d'accord. Voilà, c'est humain. Hein. Donc moi, je suis un peu là au milieu pour dire, non, en fait, la vérité technique, si on peut en donner une, hein, parce que souvent, en fait, je conclue quand même pas par c'est blanc ou noir. Hein. Je dis que c'est très probable que ce soit comme ça. Le juge, il aimerait bien que je dise c'est sûr, c'est comme ça. Moi, quand même, 99% du temps, je lui dis le plus probable est que. Mais voilà, je suis là pour l'éclairer et essayer d'apporter de la clarté dans sa décision. Ok. Et c'est quoi les démarches que tu as besoin de faire du coup pour devenir avoir le titre d'expert judiciaire ? Alors, tu envoies un dossier à ton tribunal. C'est un dossier qui est assez complet. Alors évidemment, tu prouves. Faut donner ton CV, il faut envoyer la copie de ton diplôme. Il faut envoyer une attestation d'inscription à l'ordre et même d'honorabilité pour dire que t'as pas eu de soucis avec l'ordre a priori dans ta pratique. Et puis après, alors ils étudient ton dossier, ça prend longtemps, hein. Je pense quasi un an, et ils te disent si tu peux être reçu ou pas. Okay. Sachant qu'on va pas se mentir, il manque de vétérinaires. Donc les vétérinaires qui ont envie de faire ça, clairement, s'ils envoient leur dossier au tribunal assez vite, si le dossier est complet, bien sûr, parce qu'ils te disent pas si c'est incomplet, ils te disent juste que tu n'es pas reçu. Mais voilà, sur un dossier complet, un vétérinaire aujourd'hui, il est forcément accepté. Et puis tu vas prêter serment au tribunal. Ok. Donc même si tu n'avais pas du tout fait le DU, tu aurais pu devenir expert judiciaire. Tout à fait. Ok. Ok. Donc toi, t'es passé par le DU parce que t'as une vraie appétence pour bien comprendre et affiner, quoi. Exactement. Et puis c'est quand même, ça te permet malgré tout de comprendre les enjeux, des responsabilités au moment des ventes, les garanties qui s'appliquent. Alors, parce qu'en fait, ça m'est arrivé d'accepter des missions hors cheval, mais clairement, ce qu'on me propose à 90%, c'est du cheval, et c'est souvent des litiges autour des ventes. Ok. C'est quand même bien de bien comprendre quand même dans quel contexte juridique ton avis il s'inscrit, et même sur des mises en cause de vétérinaires, de bien connaître les tenants et les aboutissants de la responsabilité du vétérinaire. C'est voilà, encore une fois, tu donnes un avis dans un contexte juridique, c'est quand même important de bien comprendre à quoi il va servir et ce qui est pertinent ou pas de dire. Bah ouais, carrément. Pour que justement justice soit faite. Exactement. En tout cas, ce que toi te semble juste, quoi. Exactement. Okay. En tout cas, c'est pas moi qui prends les décisions. Hein. Je suis vraiment là pour essayer de donner un avis le plus impartial possible, parce que bien évidemment qu'il y a notre sensibilité qui rentre en jeu. Hein. Enfin. Oui, on peut pas l'enlever, la sensibilité. Oui, non, mais complètement. Dans l'appréciation d'un dossier, il y a des choses qui peuvent t'attraper un petit peu plus, quoi. Je trouve ça assez génial. La passion que j'entends dans ta voix quand tu parles de ce sujet. Et j'ai envie de dire, là, s'il y avait encore autre chose que tu pouvais me dire pour moi aussi me donner envie de me lancer dans cette aventure et de vraiment kiffer ça, qu'est-ce que tu me dirais ? Moi, un des trucs que j'adore, c'est qu'on est spectateur de la comédie humaine. En fait, moi, ce que j'aime assez bien dans ce travail, c'est que dans notre métier de veto, on est toujours à fond, on est toujours le nez dans le guidon, et on voit le cas au moment où il se déroule le nez dedans. Ouais. C'est quand même hyper agréable tout d'un coup de tout regarder, de tout considérer d'au-dessus et au milieu, en fait, entre ce que ressent le propriétaire, ce qu'il exprime, ce que ressent
le vendeur, ce que ressent le vétérinaire, les décisions qui ont été prises à un moment. Et puis c'est aussi rigolo de voir la mauvaise foi en action. Et de temps en temps, les gens, tu vois, j'ai le souvenir d'une des premières expertises que j'ai faites où en fait, je trouve que c'est incohérent un petit peu le dossier. Il y a un truc qui va pas très bien dans l'enchaînement des événements, mais là, évidemment la personne me dit pas. Je sens qu'elle me dit pas tout en fait. Et le véto qui avait suivi le cheval, je l'avais convoqué à l'expertise, mais il est pas venu. Il a un peu oublié, tu vois. Il a reçu mon papier au milieu de tout le reste, et puis il a un peu oublié. Mais donc on l'appelle en fait pendant l'expertise, et puis en fait il me raconte toute l'histoire du cheval et notamment tout ce qu'elle a oublié de me raconter, quoi. Et tu sais, je la vois changer de tête au fur et à mesure. Voilà, il y a ce côté un petit peu rigolo quelque part de voir les gens faire. C'est la comédie humaine, c'est vraiment ça. Ok, ça te fait kiffer. Ouais. J'adore. Alors, c'est pas toujours agréable sur le coup parce que je peux être alors, malgré tout, quand je suis l'expert judiciaire, je suis pas trop chahutée parce que ils ont intérêt à ce que je sois favorable en fait à leur sort. Donc, je suis pas trop chahutée, mais il faut quand même de temps en temps que je fasse un petit peu preuve d'autorité en disant non mais là on arrête. Enfin, si vous continuez à vous houspiller, on arrête le débat en fait. On reste bienveillants les uns envers les autres, mais vous hurlez pas dessus. Parce que de temps en temps c'est un peu rock'n'roll. Bah ouais, il y a des sous en jeu, hein. Ah ouais, mais franchement c'est pas toujours un problème de sous. Ah ouais, ok. Alors curieusement, hein, quand je fais du cheval, c'est souvent des histoires de sous, et effectivement, souvent les débats sont plus apaisés, curieusement, effectivement. Mais tu vois, l'affaire que j'ai fait en canine, c'était émotionnel en fait. Ouais. Il y avait peu d'argent en jeu. C'était pas le problème. C'était juste que la dame, elle avait l'impression que le véto, il avait pas fait ce qu'il fallait, qu'il avait mal travaillé et que du coup, ça avait entre guillemets abîmé son chien, quoi. Et du coup, il y a un aspect émotionnel qui est hyper fort. Enfin, ouais. Et là, ça part en cacahuète. Et là, ça part en cacahuète. Tout à fait. Ok. Et toi, t'es là pour aider à calmer Calmer le jeu. Ouais, calmer le jeu. Oh bah là, peut-être pas. Là, t'encadres clairement, quoi. Là, j'attrape mon ordinateur, je fais mine que je m'en vais. Enfin, okay. C'est ça, on conclut maintenant, et je vais faire avec ce que j'ai, et tant pis pour vous, quoi. Enfin... Ouais, ça doit poser. ouais, non, mais voilà, il y a un moment, il faut être un peu autoritaire. Ok. Donc, j'entends que ça te fait kiffer. L'expertise judiciaire, en plus de ton métier de veto, il y a quelque chose de vraiment hyper satisfaisant. Et pourtant, à un moment, tu décides de changer, de remettre en question. Qu'est-ce qui se passe, en fait, qui fait que, tu vois, t'en arrives à encore faire certains changements? Alors, j'arrête jamais l'expertise, pour le coup, hein. Non, l'expertise, elle va rester en fil rouge tout le temps et à peu près toujours au même rythme. Ça, je l'arrête jamais. Ce qui fait que je suis toujours co-gérante, d'ailleurs, de la société de mon mari, parce que c'est mon support pour mon travail d'expertise. Il y a quand même une lassitude qui s'installe dans mon quotidien de praticienne. Déjà, c'est la première chose. Au bout de combien de temps? Ça fait 10 ans. Hein. Ouais, ok. C'est mon premier boulot, l'air de rien. Donc je commence à avoir un peu envie de voir ce qui se passe ailleurs. J'arrive pas trop à me projeter sur comment je peux évoluer dans ma pratique. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Il y a cette notion de... En équine, l'air de rien, t'as quand même un petit peu cette limite de, pour être chirurgien, faut faire une résidence et tu fais plus que ça. Pour être spécialiste en médecine, à nouveau. Donc tu peux progresser, mais j'ai un peu l'impression que ça coince et que je vais plus trop pouvoir évoluer. Donc ça, c'est quand même une des premières choses. Et puis j'en ai un petit peu marre. Je suis fatiguée. Il y a la naissance de j'ai mon deuxième enfant qui est né entre-temps. C'est quand même de l'énergie, de la fatigue. Peut-être que si j'avais pas fait un deuxième enfant, j'aurais pas changé de travail. Hein. En tout cas, c'est très multifactoriel. Mais à ce moment-là, je suis vraiment fatiguée et j'en ai ras-le-bol. Vraiment globalement de ma vie. Enfin, j'arrête de monter à cheval en plus à cette période-là, ce qui est pas parce que j'ai l'impression que j'ai pas le temps et que si je monte à cheval, je vais pas me reposer. Je suis arrivée aussi à un moment de progression avec mon cheval où je vois pas trop comment on peut continuer parce que j'ai pas le temps d'aller en cours. J'ai pas trop de solutions. Enfin voilà, j'ai un peu l'impression que toute ma vie là, elle est en stagnation autour de mon noyau familial et que je peux plus avancer.
Donc ça, c'est déjà une première chose. Je suis globalement, moi, pas très bien. Et puis, il y a le Covid qui arrive quand même. Et alors moi, je vis pas bien du tout le démarrage du confinement. C'est énormément de stress. Alors déjà, il y a une très grosse déception qui arrive, c'est que on devait se marier le 21 mars 2020. Voilà, donc le premier week-end du confinement. Et en plus, ça a été les semaines avant. Personne savait qu'on allait être confiné 10 jours avant, quoi. Je veux dire, personne n'y croyait. Il y a quand même, c'est les montagnes russes émotionnelles parce que malgré tout, les mariages sont interdits dans l'Oise, mais la salle est dans la Somme. Enfin, voilà. Il y a un peu les montagnes russes déjà, et bam, le confinement nous tombe dessus. Et là, on peut plus travailler. Et là, il y a un moment où on se dit, ok, notre chiffre d'affaires, on n'avait rien à faire, quoi. Enfin, vraiment, tu vois bien. Les gens n'avaient plus le droit d'aller voir leurs chevaux. Quand les gens vont pas voir leurs chevaux, ils sont moins malades. Ça, c'est une certitude absolue. Quand on les regarde pas, on les voit pas malades. Hein. Ils les sortent plus, donc il y a plus d'enjeux de concours, donc il y a plus de boiterie, il y a plus de choses comme ça. Et là, je me dis, il y a quand même un doute sur ce qui va se passer financièrement, enfin sur la survie de la société, comme je pense beaucoup de gens à ce moment-là. Et je me dis quand même que notre situation, en plus, elle est ultra fragile parce qu'on est tous les deux gérants de la même société. Et ça m'était déjà apparu quand on a voulu acheter la maison parce que on a eu énormément de mal à trouver un prêt. Parce qu'en fait, on était gérants de la même société. Comme on est en itinérante pure, la société, elle vaut pas grand-chose. Donc les banquiers, ils ont rien pour se rattraper. Et puis ils disent, ok, mais si vous faites faillite demain, il y a rien, il y a pas de garantie. Donc tout ça bout à bout, je me dis voilà, notre situation elle est fragile et en plus j'en ai ras le cul. Enfin pour le dire, j'en peux plus et j'ai plus envie d'être veto et à la fois en plus t'es enfermé dans un espèce de truc où je me dis que je sais rien faire d'autre, que je ne peux rien faire d'autre. Ouais, je suis enfermée dans un espèce de marasme où ça n'avance pas. Et voilà. Et je suis en vacances. C'est quand les vacances? Au mois d'août. Et c'est pareil, c'est pas des super bonnes vacances parce qu'on part en famille. Mais les lits sont pas bons, je dors pas bien, ma fille dort pas bien, c'est très agité, je me repose pas trop. Enfin voilà, ça se passe pas super bien. Et puis je scrolle Facebook, quoi. Et là, je vois une annonce pour cette fameuse start-up qui recherche ce qu'ils appellent leur responsable éleveur dressage. Okay. C'est une start-up qui déjà tournait très très bien dans le monde du saut d'obstacles, mais qui cherche maintenant à développer le dressage. Okay. Et je me dis, en fait, j'envoie l'annonce sans rien dire à Eric. Et puis il me dit, envoie ton CV. Je me dis, c'est bon, j'ai sa bénédiction. J'envoie mon CV. Parce qu'il savait que t'en avais marre et que tu réfléchissais à arrêter. T'avais discuté de tout ce côté, notre situation financière est pas sécure, tout ça. Pas trop quand même. Non, pas trop. Ok. Pas trop. Et il donne sa bénédiction alors que même vous avez pas spécialement discuté. Non. Mais bon, il le sent bien, on vit ensemble quand même. Bah oui, c'est ça, il te connaît bien, quoi. Voilà. Et tout ça, c'est août 2020. 2020 ou 2021 déjà. Enfin, dans ces eaux-là, ça se passe. Ok, donc c'est pas forcément pile poil 6 mois après le confinement, mais en tout cas peu de temps pendant après le confinement. Ça s'enchaîne, ouais, exactement. Ok. Et alors raconte, qu'est-ce qui se passe? Tu postules pour une start-up, tu te dis oh tiens ça a l'air sympa, tu toques à la porte et il se passe quoi? Exactement. Je me dis que je vais pas être prise. Enfin vraiment j'envoie les trucs en me disant je suis veto quoi. Je sais pas faire du commerce, je sais pas vendre, je connais rien à tout ça. À la vente aux enchères encore moins. Juste je suis veto et je connais les chevaux de dressage. Voilà, je me dis c'est ma passion. Et ça a l'air cool comme job. Donc et en fait le premier contact que j'ai avec la gérante de cette start-up se passe super bien et puis elle est direct emballée en fait par mon profil. Ok. Donc là je me dis waouh, trop cool. Trop cool. Ça prend un peu de temps parce que c'est l'organisation, son organisation. Voilà, ça prend un petit peu de temps dans le processus de recrutement. De temps en temps, j'ai un peu le doute, mais en fait, et j'ai déjà un petit peu des signaux qui me font dire que ça va pas bien se passer. Hein. Mais j'ai tellement envie d'arrêter que je m'accroche à ça en me disant c'est ma porte de sortie. Ok. Et à ce moment-là, tu travaillais encore ou t'étais encore en congé mat? C'était... Non, je travaille là. Je travaille. J'ai repris. Ma fille, elle a 18 mois. Je travaille. Ok. Et donc, tu sais que tu vas quitter. Vous avez fait comment en tant que co-gérant avec Eric pour gérer
le recrutement, parce que mine de rien, tu travaillais 4 jours semaine, hein, ou quelque chose comme ça. Alors en fait, ça tombe assez bien parce que j'ai En fait, on est tous co-gérants hein, à Equivet à ce moment-là, les vétos. Ok. Et en fait, ce qui est devenu ma meilleure amie, hein, ça a été ma témoin de mariage et tout. Elle est enceinte et en fait, on a recruté pour son congé mater. Et on se dit qu'on va garder la fille qu'on a recrutée pour le congé mater après, quoi. Ok. Et la fille est d'accord. Ouais. Génial. Ouais. Ah ouais, vous avez du bol sur la synchronisation, quoi. Oui, voilà, ça tombe bien. Ok. Et puis à ce moment-là, on a quand même, en équine, malgré tout, les difficultés de recrutement restent pas celles de la canine. Et à ce moment-là, quand même, c'est pas si difficile de recruter. Enfin, Ok. après, voilà, ça reste challengeant parce que ça fait 11 ans du coup que je bosse là, que pour les clients, me voir partir, voilà, ça reste pas si simple, quoi. Mais Et tu pars en combien de temps alors, entre le moment où tu postules et le moment où tu commences ta première journée de travail dans cette start-up? je postule en août et je vais commencer. Alors au départ, en fait, alors elle met beaucoup de temps à se décider à m'embaucher. Elle me l'annonce. Je me rappelle, on a un marché de Noël le 23 décembre et elle me demande de commencer au 1er janvier. Ah ouais. Voilà. Trop facile. Alors évidemment, parce que il faut lancer le truc, tu comprends. La personne qui était là avant moi, qui est restée qu'1 an, ça fait déjà 3 mois qu'elle est partie. Du coup, les clients ont plus personne, ça fait tout retomber. Enfin bref. Donc elle est pressée. Donc au départ, en fait, je continue à bosser. Alors à ce moment-là, je bosse plus que 3 jours hein, pour Equivet. Ok. Je fais mes 3 jours et 1 journée et demie pour elle. Donc là, pendant 3 mois, enfin le temps de mon préavis, je bosse beaucoup. Ah ouais. Ok. Et comment c'est alors ce job complètement différent de ton travail de vétérinaire et d'experte? Alors au départ, je trouve ça génial. Je suis trop contente d'aller travailler à Paris, de pouvoir me mettre des habits de fille. Je découvre un nouveau monde. Ils sont en plus hyper enthousiastes avec moi. Ils sont hyper contents de mon travail. Enfin, voilà, puis je découvre un nouveau monde. Enfin, il y a un côté très rigolo de découverte, d'apprentissage vraiment rapide. Effectivement, j'apprends des techniques de vente. J'apprends comment fonctionne derrière plein de choses. Je parcours. Enfin, alors. Dans mon boulot, du coup, je suis quand même chargée à ce moment-là vraiment de recruter du client. Donc, j'appelle des éleveurs pour leur proposer nos services. Et en fait, j'ai quand même au téléphone des gens passionnés et qui partagent la même passion que moi. Donc, je peux passer 1 heure au téléphone avec des gens à parler d'un truc qui nous anime. Donc, ça, c'est vraiment super chouette. Enfin, la passion, c'est le dressage, hein. Dressage des chevaux. Exactement. Ouais. Je pars en tournée en Europe pour aller filmer les poulains. Enfin, voilà, il y a des côtés vraiment super sympas. C'est le côté vraiment passion qui prend le pas et ça c'est super chouette. Ok. Maintenant, il y a aussi des trucs moins cool. Ouais, il y a des mais. Voilà, c'est que alors moi de toute façon je voulais du télétravail parce que c'était pas gérable de faire 3 heures de transport en commun tous les jours pour aller à Paris. Donc voilà, et puis on est au moment du Covid, donc de toute façon ça passe bien et c'est déjà comme ça que la boîte là s'est organisée en fait. Il y a qu'1 journée de travail en présentiel à Paris, mais du coup le reste du temps je suis chez moi. Je suis très seule. Et mon boulot, il consiste quand même essentiellement à faire du démarchage téléphonique. Alors, ok, c'est sympa d'appeler les gens et tout ça, mais malgré tout, il y a un côté, j'ai pas beaucoup de résultats. Hein, ça se passe quand même pas si incroyablement que ça. Enfin, j'ai beaucoup de refus. Donc, c'est quand même difficile, sachant que j'ai quand même une pression de tenir. Il faut 15 chevaux pour tous les 2 mois pour la vente aux enchères. Ah ouais, donc okay. ça c'est quand même difficile. Et puis en fait, je me retrouve sur un rythme, donc être assise. Donc j'étais en équine. J'étais dehors en train de bouger dans ma voiture et tout d'un coup, je me retrouve des journées entières assise devant mon écran. Je suis amenée à 18h. À 18h, pour aller chercher les enfants, leur donner le bain, leur faire à manger. Enfin, c'est un tunnel, quoi. C'est un tunnel et en plus, il y a un choc des cultures, mais qui est plutôt quelque chose qui va me servir, je pense, pour la suite. Mais voilà, moi je bosse en équine, j'ai mon téléphone pro qui remplace mon téléphone perso. Hein, très clairement, quand je suis en train de travailler, je sais même pas où est mon perso, je le perds en permanence. J'ai que mon pro, tout le monde m'appelle. Je suis joignable pour les gens H24, 7 jours sur 7. Et là, j'arrive dans un monde où on fait hyper gaffe au surmenage, hyper gaffe au burn-out et compagnie. Et où du coup, je me rappelle, en fait, comme c'est le Covid, on est à Station F, donc qui est l'endroit qui est un incubateur en fait de start-up. Et t'as une partie avec des bureaux en open space où est la majorité de l'équipe.
Mais en fait, l'accès est payant de ce que je comprends. Et donc, moi, j'ai pas accès à cette partie-là. J'ai accès à une partie séparée. Mais du coup, il faut qu'à chaque fois, elle me fasse un pass. Donc, elle pense la plupart du temps à me le faire la veille. Un jour, elle oublie donc de me faire mon accès en QR code. Et en fait, moi, j'arrive, les gens commencent à 9h, mais moi, par le fait des transports en commun, j'arrive à 8h30. Et en fait, évidemment, j'envoie pas un message quand je me lève pour demander que quelqu'un me fasse le pass. Mais quand j'arrive à Gare du Nord, il est 8h. Je me dis, c'est assez pratique, ça laisse une demi-heure à quelqu'un. Enfin, voilà. Donc, j'envoie un message à 8h en disant, est-ce que quelqu'un peut me faire mon entrée, mon pass, mon QR code, quoi. Et en fait, là, je me prends un tacle que on commence à 9h et que sur la conversation WhatsApp de l'entreprise, je ne peux pas envoyer un message avant 9h, quoi. Et là, je me dis, waouh. Enfin, tu vois, ça c'est un peu, voilà, il y a ce choc-là où je me dis, ça remet plein de choses en question sur ce que j'ai accepté et ce qui m'a paru la normalité dans le travail avant. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, c'est qu'on n'est pas obligé de se dévouer corps et âme à son métier, même quand on l'aime. Mais à la fois, voilà, la transition, elle est, je pense, trop brutale, quoi. Enfin, en plus, je suis de très loin la plus âgée de l'équipe, avec des préoccupations d'enfants, etc. Je suis la seule qui a des enfants. Ah ouais, ok. Où il y a un peu un choc des cultures, quoi. Il y a vraiment un choc des cultures qui est pas si facile à gérer que ça. Et puis, pour finir, c'est pas forcément le bon moment, en fait, à ce moment-là, pour la boîte, pour développer le dressage, parce que là, en fait, il faut quand même mettre le paquet sur l'image. Et c'est des investissements qui sont pas forcément prêts à ce moment-là, je pense. Enfin, voilà. Okay. Par contre, dans le positif, déjà, je découvre que je sais faire autre chose. Je découvre la richesse de notre formation qui nous apprend en fait à poser un diagnostic. Et ça, c'est là où je vais m'éclater par contre dans ce boulot-là, c'est que quand on fait les réunions d'équipe sur tiens, on a tel problème, il faut trouver une solution, je me rends compte à quel point nous, Veto, on est formatés à faire face à des problèmes toute la journée, à trouver leur origine et surtout à trouver une solution. Et ça, en fait, voilà, c'est vraiment notre cerveau, il est conditionné depuis des années à faire ça. Et en fait, je sais l'appliquer à plein d'autres choses et pas seulement à un animal malade. Et ça, c'est une petite révolution pour moi. Je découvre qu'en fait, je sais faire d'autres choses, que je sais m'adapter, que je sais apprendre des techniques de vente parce qu'en fait, au final, je les ai développées. Quand il fallait que je convainque un client de faire un examen complémentaire, j'ai déjà été le chercher, sauf qu'en fait, je vais le formaliser, je vais amener à quelque part un peu de technique, quoi, mais je vais le formaliser et je vais prendre conscience des ressorts sur lesquels je tirais peut-être un petit peu inconsciemment jusque-là. Et ça, c'est chouette. Ah bah ouais. Mais j'adore comment tu le dis parce que moi, en ayant changé de voie, je vois bien tout ce que j'ai appris en tant que vétérinaire qui me sert aujourd'hui dans mon métier pour voilà, faire du coaching, faire de la formation, faire des interviews. Je sais qu'il y a énormément de choses que j'ai appris en étant véto. Et je trouve ça génial que tu puisses nommer très concrètement certaines choses, genre en fait vous savez diagnostiquer des problèmes. Et c'est pas vrai que sur un animal en fait, c'est vrai à d'autres endroits. Vous avez cette compétence-là, quoi. Ouais, exactement. Puis tu vois qu'on a des capacités de vente, qu'on a des capacités de communication, qu'on a une puissance de travail aussi qui est hyper importante. Je prends hyper confiance en moi parce que je prends conscience de tous ces petits enjeux de ma vie quotidienne et de tout ce que ça peut apporter. Et c'est hyper ouais, je me dis maintenant en fait je vais rebondir quoi qu'il arrive. Trop bien. Et du coup c'est quoi la suite de l'aventure avec cette start-up? Alors assez rapidement, quand même, je me sens pas très bien, c'est compliqué. Il y a un petit débat aussi, je vais pas rentrer dans le détail, mais sur la rémunération où je me sens, en tout cas moi, je me sens un petit peu, j'ai un peu l'impression qu'on m'a un petit peu filouté. Honnêtement, je pense que c'était pas du tout l'intention de la personne. Et c'est pour ça que je veux pas rentrer dans le truc, mais en fait financièrement ça va pas le faire. Voilà, je suis pas assez payée. On m'avait parlé d'une prime, mais je me rends quand même très vite compte qu'en fait je pourrais pas atteindre l'objectif. Et en fait c'est ça que je vis pas très bien, c'est qu'en plus j'ai un petit peu l'impression que c'était couru d'avance que j'allais pas atteindre cet objectif et que encore une fois, je pense que c'était juste un excès d'optimisme de la personne et qu'elle a jamais voulu me la faire à l'envers. Hein. Clairement, je veux que ce soit très clair. Je m'entends très bien avec cette personne et j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Donc voilà. Mais moi, à ce moment-là, je le vis pas très bien et je me dis, mais en fait, je vais pas m'en sortir financièrement là. Ça va être trop compliqué. Et puis, il y a quand même tous ces petits trucs du quotidien qui font que
je me sens pas très à ma place, quoi. Je me dis que ça va pas, que ça va pas. Donc, je donne ma démission au bout de 6 mois. Et donc, t'as 3 mois de préavis. Et j'ai 3 mois de préavis, ce qui est énorme, mais voilà, c'est comme ça, j'ai 3 mois de préavis. Ok. Alors, c'est quoi le rebondissement d'après, Charlotte, avant qu'on termine? Parce que du coup, il y a quand même un dernier rebondissement en date. Il y a quand même un dernier après cette rebondissement start-up. où je me dis, quand même, le soin me manque, c'est cette relation au propriétaire, à l'animal et tout. Et à la fois, j'apprécie quand même vraiment de plus travailler avec mon mari, on s'engueule beaucoup moins. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour la gestion des gardes et des vacances. Donc je me dis je peux pas retourner là. Du coup c'est la crise du recrutement. J'ai qu'à faire de la canine. Je vais rapprendre. Et voilà. Okay. Je cherche un peu autour de moi. Je vois que j'ai une fille de l'école qui était. Alors c'était pas une de mes poulottes, mais c'était la promo juste en dessous de moi qui bosse dans la clinique à côté. Je l'appelle et puis elle me dit ouais justement on recrute. Donc viens nous voir. Et puis ça tombe très bien, c'est une clinique indépendante. Moi, j'ai toujours envie de m'associer, j'ai toujours des envies d'entrepreneuriat, donc c'est parfait. Je vais là-bas 1 an et c'est super. Je rapprends à nouveau plein de trucs. Je suis à nouveau dans l'apprentissage. C'est trop chouette. Ouais, ça te fait vraiment, ça te nourrit vraiment d'apprendre. D'apprendre, ouais. Ça fait partie justement des apprentissages de toutes ces péripéties, c'est que c'est vraiment un moteur. J'ai besoin de me sentir avancer. J'ai besoin d'être nourrie, de ça. Ouais. C'est ça aussi qui a fait, ce que je comprends, du coup, c'est que c'est ça aussi qui fait que t'as arrêté au bout de 10 ans les kines, c'est qu'il y avait plus vraiment de pistes d'apprentissage vraiment excitantes. Exactement, ouais. Et que ça a probablement contribué au ras-le-bol de dire, je suis plus nourrie dans le côté très excitant de l'apprentissage, j'en veux, je vais en chercher ailleurs, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc aujourd'hui, tu fais de la canine. Ouais, aujourd'hui, je fais de la canine. Alors, j'ai changé de structure entre-temps. Okay. Je fais de la canine. Ça a le petit défaut que ça appartient à une chaîne, là où je suis, et que j'ai du mal à m'y projeter à très long terme. Donc, il y aura probablement d'autres projets qui vont arriver. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, j'entends qu'il y aura d'autres projets dans ta vie et que, vu la soif d'apprentissage que tu as et à quel point c'est un moteur dans ta vie et que ça t'éclate, je me dis qu'il faudrait refaire une interview d'ici 10 ans, parce qu'à mon avis, il y aura eu quelques rebondissements. Ça peut être dans plein d'autres métiers, ouais. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter à la fin de cette interview, un sujet qu'on n'aurait pas abordé, où tu te dis, tiens, j'ai quand même envie de parler de ça, ou pas? Peut-être, insister à dire on lit beaucoup, là, sur Veto Entraide et tout, sur Facebook, ces confrères et consoeurs qui se sentent enfermés, qui disent je veux plus être veto mais je sais pas quoi faire, ceux qui travaillent ailleurs, qu'est-ce que vous faites? Mais vraiment ayez confiance en vous, quoi. Des options, il y en a plein et c'est chouette. Génial. Merci pour ça. S'il y a des gens qui avaient envie de te contacter, Charlotte, comment ils peuvent faire? Je suis assez présente sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn ou Facebook, je suis assez présente. Ok, donc ils peuvent se contacter comme ça par les réseaux. Aucun problème. Génial. On va en venir à la dernière question. On va se projeter dans quelques décennies. Et imagine que je vienne t'interviewer et que tu sois déjà à la retraite. Là, en tant que retraité, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire de ta carrière, de ta vie? Qu'elle a été bien remplie. Génial. Et merci beaucoup pour ce mot de la fin, Charlotte. C'était un vrai plaisir de te rencontrer, de passer ce temps avec toi, et je te remercie pour ça. Et puis je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une très belle fin de journée. Merci Charlotte. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.